je relance un enregistrement. Je vais donner la parole à Hervé, que je remercie d'avoir accepté qu'on enregistre cette présentation pour la diffuser après sous forme de vidéo sur le site du colloque. La parole à toi, Hervé. Merci Françoise, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je vais vous présenter rapidement aussi qu'est-ce que c'est que ce soutien pédagogique en urgence avec cette fiche d'hybridation rapide et café pédagogique virtuel. Je vais plus insister sur les mécanismes sous-jacents plutôt que sur le matériel. On peut le retrouver assez facilement sur notre site, comme Étienne vient de le dire. L'objectif pour moi, c'est de présenter notre guide de réorganisation, de transposition pédagogique en urgence, ou en tout cas bien comprendre quelle est la mécanique là derrière. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours excessivement peur aujourd'hui, beaucoup d'enseignants qui ont peur de basculer ou de se dire « mince, qu'est-ce qui va se passer ?» Et on a trouvé des solutions qui se veulent simples et je pense que ça vaut le coup qu'on puisse les partager. Et puis, présenter rapidement, là aussi, nos productions de conseils à distance et en groupe qu'on a produit durant toute cette période et qu'on continue justement à produire actuellement encore. C'est d'ailleurs pour ça que, c'est là, je fais de la pub. Et puis, il y a aussi, on en rediscutera, le fait qu'on continue à être présent, entre guillemets, sur les réseaux. Premier principe qui nous a organisé, qui nous a animés, je dirais que quand ça urge, c'est urgent de réfléchir. C'est un truc qu'on oublie bien souvent. Dans l'urgence, le premier truc à faire, c'est réfléchir. Ce n'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain que de réfléchir. Il y a bien des neuropsychologues qui nous répètent et qui nous disent que réfléchir ou la réflexion chez l'être humain, en tout cas dans le cerveau humain, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, il faut avoir des mécanismes un petit peu en dehors de son cerveau qui nous permettent justement de sortir de ces boucles pas forcément positives, qui nous permettent justement de travailler et puis d'organiser son travail correctement. J'emprunte aussi une idée assez simple. Il y a les Samaritains en Suisse. Ils disent toujours quand on arrive sur un accident, il y a 3 choses à faire, c'est aura, observer, réfléchir et agir seulement, le dernier point. Et puis on peut aussi se le garder en fond d'écran, je dirais, dans notre travail quotidien. Autre élément qui est important pour nous, c'est cette distinction entre concept et outils. Alors, j'emprunte l'idée à un couteau suisse, forcément. Je suis en Suisse aujourd'hui, même si on est en Belgique, plus ou moins. Il y a des concepts avec ce genre d'outils. Un couteau suisse, en fait, c'est plusieurs outils divers et variés. Vous pouvez avoir un tournevis, un couteau et ainsi de suite. Ça, ce sont des outils. Mais il y a des fonctionnalités, et ça, c'est autre chose. On est dans l'ordre des concepts, si vous voulez. Un couteau suisse, c'est en règle générale assez sécure. Quand il est fermé, vous pouvez le mettre dans votre poche. Ce n'est pas un problème. Ça ne marche pas de la même manière avec votre couteau de cuisine. Et puis, il y a des multifonctions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs fonctions qui se retrouvent dans cet outil. Et c'est intéressant. On peut aussi avoir ce basculement de réflexion dans le domaine de l'enseignement, de se dire qu'on a des concepts et puis que ces concepts découlent assez logiquement d'outils. Alors, on connaît bien des outils comme enseignant, je pense au tableau noir, tableau blanc, rétroprojecteur, on en parlait tout à l'heure, projecteur d'écran et ainsi de suite, Teams, Zoom, YouTube, et puis j'en passe. Ça, sont des outils. Ils sont pas là, ils n'ont pas vocation à être là uniquement pour eux, mais ils sont plus là pour mettre en forme, je dirais, des concepts de type interactivité, transmission de l'information, transmission des connaissances et ainsi de suite. Du moment que vous savez ce que vous faites, il est plus facile de choisir le bon outil. C'est important de l'avoir présent à l'esprit. Ça aide notamment, ou ça peut être aidé par la scénarisation, avoir un bon scénario pédagogique, avoir un scénario de cours. Finalement, s'il est décliné correctement dans le domaine, dans une activité habituelle, c'est-à-dire en présence, le basculer dans l'environnement numérique ne devrait pas poser de problème, c'est juste changer d'outil. Ça sécurise quand on le pense de cette façon-là. Ensuite, j'ai repris ma casquette de militaire, je suis désolé, et je suis revenu sur un élément qui me paraissait important, c'est la planification de l'urgence. La gestion de crise, c'est très très bien connu dans beaucoup d'organisations, peut-être un peu moins dans le monde universitaire. Reste qu'on peut, en prenant des outils
Là, en l'occurrence, j'ai emprunté quelques outils du domaine militaire sur l'appréhension du problème, enfin, la décision, si vous voulez. Comment est-ce qu'on décide? Comment est-ce qu'on peut prendre une décision? La première chose, c'est d'appréhender le problème. Quel est le problème? De quoi parle-t-on? Donc, l'idée, dans cette première phase, c'est d'aboutir à un objectif ou découvrir quel est l'objectif recherché dans ce que je suis en train de faire actuellement. De définir mes besoins, avoir une pensée critique aussi à ce moment-là. Il est important, comme à l'armée, avoir cette pensée bleue ou cette pensée rouge. Hein. Penser comme Napoléon, la pensée bleue, ou bien penser comme les Anglais, la pensée rouge, c'est-à-dire avoir une équipe ou une partie de son cerveau qui est dédiée à se dire, à imaginer le pire. Il y a de bons exemples pour sortir de ces biais cognitifs qui sont bien connus et décrits par Kahneman, par exemple. J'ai vu dernièrement une entreprise qui m'a surpris dans le sens où ils sont capables de penser contre eux. Je ne devrais pas faire de la promotion de cette entreprise, mais c'est un grand tabatier qui existe en Suisse. Et son directeur général, il y a 3 mois, a dit notre entreprise a pour vocation sortir du tabac. C'est assez intéressant. Il doit y avoir des équipes dans cet endroit qui sont capables de penser contre la pensée normale et habituelle. C'est un peu ce qu'on avait en Valais au début de cette année, où on pensait que le Covid allait rester confiné en Italie parce que c'était l'Italie. Il y avait un biais d'endogroupe. On savait bien que nous, les Valaisans, on était meilleurs et plus solides que tous les autres au monde. Là, c'est un biais assez fort. Il faut trouver des moyens de penser contre ce biais. L'appréciation de la situation, donc d'une fois qu'on a l'appréhension du problème, qu'on sait quel est l'objectif qu'on veut atteindre, il est possible d'appréhender la situation, enfin d'apprécier la situation cette fois-ci, de définir ou d'aller rechercher les facteurs qui vont influencer la décision, analyser les possibilités de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou des personnes, dans notre cas, les enseignants, les étudiants et puis aussi la technologie, qui a un rôle majeur puisque c'est l'articulateur, ou ça va être l'articulateur dans ce travail. Autre problème par rapport aux personnes, si on va dans un confinement ou un semi-confinement, c'est le risque d'isolement et puis les problèmes psychiques que ça peut engendrer. Donc, il faut faire attention à ces éléments, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Ensuite, quand on a appréhendé son problème, apprécié la situation, on peut aller sur une prise de décision. Et dans notre cas, à la suite des réflexions, c'est de décliner plusieurs variantes possibles. Et puis ensuite, on va les évaluer en fonction de critères qui reprennent les objectifs ou l'objectif final qui est visé, de vérifier ce travail et puis de le coordonner. Là, on a quelques concepts qui sont importants. C'est la simplicité, l'économie des moyens, et puis la souplesse, conserver sa souplesse, c'est important. Une fois qu'on a une décision, on peut implémenter notre travail ou implémenter un scénario. Donc, on va scénariser notre cours ou dans notre cas, scénariser notre travail. Et dans cette scénarisation, soit donner des documents, soit récolter les documents pour les mettre à disposition et dans notre cas aussi assurer une présence. Pour ce qui est du déroulement et révision, évidemment qu'on va dérouler un travail, on va dérouler nos activités et puis au fur et à mesure qu'on fait des activités, en règle générale, chez l'être humain, il y a une composante qui est très très importante, ce sont les erreurs. On commet des quantités d'erreurs. Il faut être capable de les détecter puis de les corriger. Ce n'est pas grave, des erreurs. Le plus difficile, c'est de ne pas les corriger. Donc, on déroule notre travail et puis on révise. En parallèle à ces activités, des mesures d'urgence qu'on doit mettre en place. Donc, ces mesures d'urgence sont mises en place très rapidement, de sorte qu'on puisse toujours adapter notre travail. Quand on a plusieurs scénarios possibles, quand le scénario qu'on a choisi ne marche pas comme on veut, on peut rapidement basculer sur un autre scénario. Un élément qui a été important à ce moment-là pour nous, on a repris cette idée de Václavic. Je vous rappelle, ne pas communiquer, c'est déjà communiquer, donc il est impossible de ne pas communiquer. Donc pour nous, c'était important de pouvoir communiquer, donner de l'information le plus rapidement possible pour casser justement cet isolement que pouvaient vivre soit les enseignants, soit les étudiants. Conséquence, je dirais que suite à ce travail de réflexion qu'on a mené dans l'équipe, on s'est dit qu'il fallait aider nos collègues à basculer leur enseignement.
tant dans le niveau d'aisance informatique qui est hétérogène, donc il y a un travail à faire dans ce domaine-là, mais aussi le niveau d'aisance pédagogique, on aura compris, qui peut être très hétérogène sur comment est-ce que je vais déployer cet enseignement dans une hybridation en urgence. Le risque de solitude durant ou lors d'un confinement, quelque chose de vraiment très, très important. Ça n'a pas été mis en exergue durant la première vague, mais c'est très, très mis en avant aujourd'hui dans notre travail et dans l'ensemble de la population. On entend ces choses qui arrivent assez fortement en Suisse. Donc, l'idée de travailler en réseau, Étienne l'a expliqué tout à l'heure, on est un réseau, on a beaucoup utilisé ce réseau, on a créé nos réseaux, on a proposé aussi ces réseaux à l'ensemble de nos collègues. Pour ce qui est de la fiche d'aide qu'on a déposée très rapidement, on la retrouve sur notre site internet, donc hevs.ch/cpp. Vous retrouvez cette fiche d'aide qui reprend quelques principes que je viens d'évoquer, mais en même temps qui pose quelques questions, qui décline en fait ces concepts en question pour que l'enseignant puisse basculer facilement sans avoir de peur ou d'angoisse sur un enseignement à distance. Notre présence, Étienne l'a montré tout à l'heure, je la remontre un petit peu différemment. Vous voyez qu'au mois de mars, déjà 2 activités. Je vous rappelle que le confinement chez nous en Suisse a été promulgué pour le 16 mars. On a déjà posé une fiche d'hybridation rapide. Celle-ci a été faite, comme l'a indiqué Étienne tout à l'heure, avant le confinement, donc avant les décisions. On avait déjà ce matériel à disposition. Et puis, des collègues de la HEG, de la HEP, ont mis à disposition des Padlet avec énormément d'informations, de dispositifs possibles. Ils ont rassemblé l'information. Au mois d'avril, 2 cafés pédagogiques. On s'est dit que c'était une formule qui serait intéressante de pouvoir interagir. Je vous rappelle, ça permet de sortir de l'isolement. 2 cafés pédagogiques au mois d'avril. Au mois de mai, explosion des activités. Un webstorming avec l'Université de Lausanne et son centre de soutien à l'enseignement. Donc là, on voit aussi le partage des réseaux. 2 cafés pédagogiques, 3 e-World Cafés. On a fait une semaine sur les e-World Cafés. Et puis en même temps, toujours cette communication, 2 articles qui ont été publiés dans la revue JREF sur la pandémie. Au mois de juin, on a continué sur des supports d'évaluation à distance, puisque c'était la question principale qui était là à ce moment-là. Un positionnement aussi des CPP sur quelle allait être la rentrée, comment est-ce qu'on pouvait imaginer la rentrée, et un 5e café pédagogique. Au mois de juillet, pendant les vacances, on a profité de déposer ce symposium qu'on fait aujourd'hui. En guise de conclusion, on voit finalement que notre groupe a été présent. On a marqué le terrain, je dirais. On a créé notre réseau. C'est quelque chose d'important. On l'a partagé. On a disséminé aussi des activités et du savoir. Il y a une reconnaissance du réseau qui arrive gentiment. En tout cas, nos directions nous l'ont dit ou nous le véhiculent à chacun d'entre nous qu'ils étaient contents du travail. Nos collègues aussi étaient reconnaissants du travail fourni. Et puis aujourd'hui, depuis le mois de septembre, ce travail se poursuit. On continue à faire des cafés pédagogiques, on continue à aider et soutenir nos collègues dans cette période particulière que nous vivons toutes et tous. Pour aller un peu plus loin, un peu de bibliographie, mais ça, je vous passerai plus tard. Je vous remercie. Merci Hervé, j'arrête l'enregistrement ici.